Je m'appelle Félix Laborde Etcheparreborde. Je suis français parce que mes parents étaient français. Et je suis aussi chilien parce que je suis né au Chili en 1947, le troisième d'une fratrie de trois. Mes parents étaient aisés, mais un peu bizarres. Étant petit, ça me choquait le rapport qu'entretenait ma mère avec les acheteurs ambulants de vieux journaux, son mépris apparent envers ces pauvres marchands. Elle faisait des marchandages qui duraient des heures. J'avais honte de tant de radinerie, mesquinerie. La relation de mon père avec le personnel féminin de son usine de chaussures était équivoque. Autant de mépris pour le petit personnel, pour les bonnes et le personnel de l'usine qui venait à la maison déposer bois et chauffage, entre autres. Ils étaient d'origine basque et très nationalistes. Ils parlaient basque entre eux lorsqu'ils ne voulaient pas que les enfants, qu'on les comprenne. Sinon, on parlait espagnol. Ils se sentaient constamment agressés contre toute personne qui n'ait pas une origine européenne. Ils m'annonçaient qu'il ne fallait pas se mélanger. Ils avaient déjà repéré celle qui devait devenir mon épouse. Je crois Maritxu Etxegaray, fille d'un basque, propriétaire de tannerie. Ça faisait raccord avec usine de chaussures. La famille Laborde avait des terres au sud du Chili, où l'on passait une partie des vacances d'été, avec piscine, chevaux, élevage de cerfs pour la chasse. Tous les amis de la famille étaient européens. Certains avaient des avions personnels. On partait en vacances aussi l'été dans une villa secondaire à Viña del Mar. Ils étaient aisés. Bien que né au Chili, j'ai été dans des écoles françaises, à l'Alliance française. Puis, j'ai été dans des écoles anglaises, où on ne parlait que anglais. Tous les amis de la famille, c'étaient des Européens. C'était comme si j'habitais en Europe, dans une Europe décalée vers l'Amérique latine. Jusqu'à l'âge de 0 à 16 ans, je n'étais pas au vrai Chili. Moi, j'ai commencé à connaître le vrai Chili à l'âge de 16 ans, quand je suis parti à Valparaiso faire mes études. Mon Chili est court, il n'a duré que 10 ans, mais il fut intense. Pendant mon enfance, il y a eu des événements qui m'ont marqué. La zone de Victoria et de Temuco, où la famille avait des terres, c'était des zones où il y avait pas mal d'Indiens. On leur avait enlevé leurs terres. Dans cette propriété, il y avait un forgeron qui était d'origine mapuche. Il a commencé à me raconter l'histoire du Chili, de son Chili, l'histoire vue par les Indiens. Moi, je n'avais que 7 ans, 8 ans, 10 ans. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un de la famille qui venait, il me faisait des signes. Chut, il ne fallait pas parler. Ça m'a marqué. Moi, j'ai gardé ces secrets. Mais pourquoi ma mère était comme ça? Cette radinerie. Elle voulait être, d'une part, aristocrate, noble, mais en même temps, elle se rappelait de son enfance très pauvre. Elle était d'une fratrie de 8, je crois. Quand elle devait aller à l'école, comme ils n'avaient pas de l'argent pour mettre des chaussettes, il fallait qu'il aille avec les sabots et des journaux. Mais les journaux, ça fait du bruit. Et les autres, qui avaient des chaussettes, écoutaient. Et ça l'a foutu en l'air toute la vie. En 1965, je suis parti à Valparaiso
suivant l'exemple de mon frère. Faire des études d'ingénieur à l'université Santa Maria. La première année, je vivais dans une belle auberge, chez des Autrichiens, je crois. Bien sûr, tout ça, c'était mes parents qui finançaient. Ceci a changé très vite dès que j'ai connu mon ex-épouse, qui est devenue la raison qui a tout cassé, le programme de mes parents avec la Marichu Echegaray. Ils m'ont exigé d'arrêter les études et faire des études à la capitale. Tout ça pour arrêter avec mon ex-femme. Moi, j'étais pas du tout d'accord. Et ils ont été jusqu'à me menacer, mais pas seulement menacer, mais ils m'ont déshérité. Ah, j'oublierai jamais, la salle à manger plein de papiers. Je ne savais pas, mais j'étais propriétaire de plein d'actions, de plein de choses au Chili. Et mon père m'a dit, soit tu fais ça, sinon je te déshérite. Et tu signes. T'obligerais à signer, qu'il m'a dit. Il n'y avait pas la peine. C'était un peu impertinent. Je te signe tout ce que tu veux. Et si tu veux, si tu as un rouleau de PQ, je te le signe entier. Bon, il a fallu que je finance mes études. À cette époque, il y avait déjà une effervescence sociale. C'était l'époque de Frei. C'était un président chilien. Et il avait fait des études, il avait organisé des travaux d'été pour les étudiants des universités, pour aller aider les paysans. On appelait ça les travaux volontaires. On est parti, je me rappelle, l'année 67, un groupe de 12 étudiants. Et dans ces 12 étudiants, on était bien traités par les gens du coin. Puerto Saavedra, Imperial, c'était les villages du sud. Même les gens du coin, enfin les propriétaires, amenaient leurs enfants voir les universitaires qui venaient de la capitale, en pensant que c'est les amuser. Mais bien sûr, ils avaient confiance en nous, on était des gens bien. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que parmi eux, un peu plus indélicat que les autres, il avait volé 60 maisons. 60 maisons préfabriquées qui avaient été dessinées pour les gens de la région, puisque l'année 62, 3 années auparavant, il y avait eu un énorme tremblement de terre. La terre avait descendu de 12 mètres. Il y avait très peu de choses qui sont restées debout. Et donc il avait volé ça. Et nous, en découvrant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé les gens du coin qui vivaient dans une pauvreté absolue, et on a pris un terrain à lui, à l'indélicat, et on a commencé à construire un campement. On a enlevé les maisons. Il n'a pas osé nous contrecarrer physiquement. On les a arrachés, ces maisons, et commencé à les construire. À tel point que le gouvernement, à l'époque, les autres élèves, ils sont tous partis. Et moi, je suis resté jusqu'à que le gouvernement termine cette opération. C'était très, très émouvant. Moi, j'ai commencé à militer à ce moment-là au MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire. Ce n'est qu'après que je me suis orienté vers les communistes, qui me paraissaient moins impétueux, plus rationnels. Pendant tout ce temps-là, à l'université, ça n'a pas été facile, parce que les bouquins étaient chers, et puis il n'y avait pas de bourse. Il n'y avait que des bourses pour les fils d'ouvriers à l'université. Mes fils d'ouvriers, il y avait 1%. Je me rappelle, on avait fait des statistiques à la fédération d'étudiants, il y avait 1% de moi, j'avais pas de bourse. Donc ça n'a pas été facile, mais formateur. J'ai fait un tas de boulot, de la peinture de bâtiments, surtout à Valparaiso, qui a des auteurs
incroyable, il faut faire des échafaudages, personne ne veut faire ça. La pose du tapis élastique, c'était la mode à l'époque. Et puis aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec, travaillant en noir, à faire des faux cailloux, des fausses perles. Je faisais ça en prenant des silicates, enfin, en prenant des rebuts des bouts de petits carrelages, de tout petits carrelages comme ça, différentes couleurs. Je les amenais à 2000 degrés. C'est cher ça, bien sûr, au noir. On utilisait des moyens de l'université pour les liquéfier et qu'ils deviennent tout ronds par tension superficielle. Et j'allais vendre ça à des filles qui étaient dans des écoles de riches, qui avaient des cours pour faire des faux, des boucles d'oreilles, des machins comme ça. C'est comme ça que j'ai fait mes études. J'ai eu déjà 2 enfants, j'étais marié avec 2 enfants l'année 71, quand j'ai fini mes études d'ingénieur. Avant le coup d'État, moi j'étais donc professeur à l'université Santa Maria, professeur de métallurgie physique. Métallurgie physique, c'est tout ce qui se passe dans les métaux à l'état solide. C'est pas la métallurgie où faire la soupe et le raffinage, non. Mais en même temps, j'étais professeur à l'école des officiers de la marine. J'étais professeur de métallurgie physique pour les problèmes techniques des canons, traitement thermique. C'est Max von Brandt qui m'avait introduit. Max von Brandt, c'était un fasciste notoire qui venait de l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'était réfugié au Chili. Il était membre de la commission atomique chilienne. Il avait participé au début de la fabrication de la bombe atomique allemande, qui n'a pas vu le jour, et heureusement. Alors lui, c'était mon supérieur hiérarchique, c'était mon principal professeur, et après est devenu mon supérieur hiérarchique. Et c'est lui qui m'a introduit pour rentrer à l'université des officiers. Il avait des contacts dans l'armée, il avait des contacts partout. C'est après que j'ai compris qu'il avait des contacts partout où il y avait des fascistes. J'allais faire mes cours, mais avant le coup d'État, septembre 73, il y a eu des élections. En mars 73, des élections de députés et sénateurs. Et par erreur, un jeune du régional de Valparaiso m'a mis dans le journal des communistes, El Siglo, le siècle, comme professeur de l'université qui appuyait tel ou tel candidat communiste. Grave erreur, il ne fallait pas le faire, puisque moi j'étais militant, mais un militant clandestin. Nulle part j'y figurais. Du fait de travailler et avoir les oreilles plantées chez les officiers. Bien sûr, le mardi qui a suivi, que je devais aller faire des cours chez les officiers, j'ai été arrêté à la porte. Mitraillette croisée. Et des officiers sont venus me dire, toi, t'es un traître. On avait confiance en toi, mais t'es un traître. Et ils m'ont mis dehors, expulsé de l'école d'officiers, pas expulsé du Chili à ce moment-là. Donc de mars jusqu'au coup d'État, moi j'ai vécu en sachant que le coup d'État allait avoir lieu, tout le monde le savait. Ils ont parlé à la télé. Il y a des gens qui venaient critiquer les militaires, vous êtes des faibles, allez-y. Mais je savais que ça allait être le roussi pour moi dès que ce coup d'État allait venir. Pourquoi ? Parce que pendant les pauses, ils parlaient. Ils parlaient entre eux. Leur préoccupation, c'était de savoir combien il allait falloir tuer après le coup d'État s'il y avait une réaction militaire armée de la part de la gauche. Il y en a qui disaient il va falloir tuer 8, c'était les plus sympas.
Il y en a les plus exaltés, ils parlaient de 120. Pour chacun de nous, officiers qu'on va mourir, qu'il faut tuer. Comme ce fut le cas dans la guerre civile espagnole, comme ce fut le cas à la résistance fasciste allemande. C'est l'histoire qui se répète. Les fascistes ont l'histoire, ils la connaissent très bien. C'est des vrais historiens.